À la fin de l'année 2023, Virginie et moi nous sommes préparés pour une très grande aventure. Notre objectif est de relier les extrémités sud et nord de l'ensemble du continent américain, et ce, uniquement par la route. Cet itinéraire est bien connu des voyageurs. Il s'agit de la Panaméricaine, une route totalisant environ 30 000 km, traversant 15 pays et quasiment tous les climats de cette planète. Après avoir fait traverser l'Atlantique à notre véhicule, nous avons rejoint la Patagonie pour débuter les premiers kilomètres de notre ascension. Actuellement, nous avons rejoint l'altiplano chilien au centre de l'Amérique du Sud. Afin de continuer notre route en direction du lac Titicaca, il nous faut traverser la province du Sud-Lipez, une zone particulièrement reculée qui renferme probablement les plus beaux paysages de plateaux d'altitude du monde. Depuis la ville bolivienne de Tupiza, nous emprunterons un itinéraire qui fait le tour de la province par le sud, parcourant plus de 600 km de pistes dans un des endroits les plus hostiles du globe, oscillant entre 2008 et 5000 mètres d'altitude. Le froid y est glacial, mais les nuits étoilées sont étincelantes. Pour cette aventure, embarquez avec nous à l'arrière du Mitsub pour vivre une expérience inoubliable. Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le Pigeon Voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? En quittant le charmant village de San Pedro de Atacama, nous prenons la direction du Paso de Jama pour rejoindre l'Argentine. Le col est emprunté presque tout au long de l'année, contrairement à ce que l'on peut trouver plus au sud. Alors, en cette période d'automne, la route est parfaitement dégagée et le paysage ne manque pas de nous surprendre par sa beauté. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. La province de Salta, au nord de l'Argentine, est principalement désertique, mais elle comprend une quantité impressionnante de canyons car elle descend progressivement de l'altiplano vers le bassin amazonien. Cette quantité impressionnante de gorges offre des paysages d'une grande variété et certainement des endroits privilégiés pour y passer la nuit en toute quiétude. Au lendemain, nous prenons la direction d'un petit village au bord de la route 40 à la recherche d'une douche publique dont nous avons bien besoin.
On est rentré, c'est déjà pas mal. Tu vois le boiler? Ouais, mais je sais pas comment on fait. Hein. Ah, mais il faut le brancher. Bêtement. Voilà. Branché? Non, chevron. On va attendre que ça. Que ça chauffe. Attends que Vous ça avez chauffe. quelque chose là? Bah, ça a allumé le sein, et puis maintenant ça va monter, je pense. Cette fois-ci, nous avons suivi les conseils de notre application de voyageurs afin de se rendre à cette douche publique. Mais en raison de la très faible affluence, ce jour, le boiler n'était pas en fonction. Alors des fois, tous les moyens sont bons pour se doucher bien au chaud. Bon. Une fois propre, nous partons à la découverte du village pittoresque de Cachi, toujours sur la route 40. Après avoir rejoint la route 9 qui nous guidera jusqu'à la frontière bolivienne, nous passerons par Purmamarca, au pied de la montagne aux 7 couleurs. Depuis cet axe, nous emprunterons la piste qui rejoint le village reculé d'Iruya sur un aller-retour de 120 km. Tomorrow, there's no time to borrow today. Well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Je vide ce réservoir. On a besoin. On va bientôt passer la frontière bolivienne. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres au beau milieu de cette province reculée, nous atteignons finalement la ville frontière de La Quica à 3440 mètres d'altitude et nous avons comme premier réflexe d'assurer notre véhicule pour finalement se diriger vers le poste de douane. Là on attend paisiblement à ce que notre véhicule puisse rentrer dans la frontière bolivienne afin d'être vérifié. Là on fait la queue derrière tous ces camions. 1 hour later. Alors que l'enfer administratif de la frontière est passé, nous poursuivons notre route vers la ville de Tupiza qui nous accueillera pour plusieurs jours, mais malheureusement pour des mauvaises raisons. Bon alors ce matin, en essayant de partir avec le van, je tire sur le frein à main, évidemment ça marche plus. Donc je me penche. Et là je m'aperçois que tout est en ordre. Et c'est de l'autre côté. Ça a lâché. Genre j'aurais jamais pensé que ce côté allait lâcher, tu vois. Et oui. J'en ai un peu ras le ce frein à main. Il n'arrête pas de lâcher, c'est insupportable. Donc là on avait fait cette vieille réparation pour au moins avoir quelque chose pour traverser la Bolivie et rejoindre le Chili. Parce que c'est qu'au Chili qu'on trouve des pièces d'origine sur Mitsubishi, pas nulle part ailleurs en Amérique du Sud apparemment. Et là, on n'a plus de frein à main. Ça me dérange vraiment de me lancer en Bolivie sur essentiellement des pistes.
sans frein à main, ça m'énerve. Donc il va falloir qu'on trouve une autre solution. Ça commence sérieusement à me fatiguer. Allez. Moi j'adore. C'est trop bon. Je crois que la ligne elle est nette, non? Oh mon dieu. Voilà, donc là j'ai été chercher en ville ce matin ce câble qui est gainé en plastique et ça c'est plutôt pas mal, qui fait plus ou moins le même diamètre que celui-ci. Je vais essayer de faire une petite réparation avec ce câble et puis des serre-câbles et en théorie ça devrait jouer. Voici. Il est bien tendu. Alors, on va regarder si ça marche. Attention. Ça a l'air de jouer. Bien joué. Il est bien tendu. On a bien travaillé. Alors, là, c'est bien tendu. Donc là, j'ai mis une petite gaine pour éviter que le câble il s'abîme. Là, j'ai l'arrêt comme un câble de frein de vélo. Et ici, j'ai simplement mis un câble. Là, je l'ai auto-serré. Il fait le nœud là-bas. Et là, il est tendu sur les 3 points. C'est un peu rudimentaire, mais je pense que ça va marcher. Je suis assez confiant. Donc ça fait maintenant depuis 3 jours que nous sommes arrivés en Bolivie. Nous nous sommes établis dans ce petit village à une centaine de kilomètres de la frontière argentine pour 3 jours. On a pu y travailler essentiellement. Et puis maintenant on va partir direction le Salar de Uyuni en passant par le sud afin de profiter de toute cette région qui est absolument magnifique. Et pour ça évidemment on doit faire le plein du réservoir et puis du jerrycan qu'on a sur le toit de 20 litres. Alors là ce matin on a fait le plein de nourriture essentiellement, d'eau. On a commencé à faire le plein de gasoil. On a pu remplir le réservoir sans trop de difficultés. Par contre le jerrycan c'était totalement impossible pour plusieurs raisons. Apparemment en Bolivie le gouvernement interdit aux stations essence de donner du gasoil dans des jerrycans. Pour la première raison c'est qu'on est trop proche de la frontière, c'est-à-dire qu'il y a des Argentins qui passent la frontière pour acheter du gasoil qui ici est moins cher. La deuxième raison, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de faire de la drogue avec du gasoil, donc du coup ils évitent d'en vendre en jerrycan. Et puis apparemment la troisième raison, c'est qu'ils interdisent à des étrangers pour probablement protéger leur économie. Donc la seule solution qu'on a trouvée, et ça c'est Virginie pour le coup qui y a pensé, c'est de siphonner notre réservoir pour remplir notre jerrycan et après retourner à la pompe à essence pour pouvoir re-remplir notre réservoir de gasoil. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. On a été ce matin chercher un tuyau pour permettre de siphonner notre réservoir, donc on va se mettre au boulot. Allez. Oh le coup! Oh. Faut que j'aille bouffer là, c'est pas possible. J'en ai foutu partout. Voilà. Maintenant on va essayer de remplir à nouveau ce réservoir. Peut-être que là on sera bon. Hop. Nickel. Les quantités dans ce pays. Bon voilà, on vient de sortir de la pompe à essence. On a pu re-remplir notre réservoir. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Et apparemment l'employé qui s'est chargé de la remplir, elle nous a vu arriver, elle s'est marrée, elle savait très bien que... Elle a très bien compris ce qu'on a fait quoi. On n'est pas les premiers ni les derniers à faire ce genre d'astuce. Voilà, maintenant on est paré.
Enfin, nous pouvons prendre la route, je dirais plutôt la piste, qui nous emportera sur 600 km dans l'une des régions les plus reculées du plateau andin. Cette demi-journée de piste est épuisante car nous avons achevé presque l'ensemble de l'ascension pour que finalement nous établissions campement au fond de ce canyon. Après avoir traversé le village fantôme de Sant Antonio de Lipez, nous continuons notre chemin pour rejoindre le point culminant de notre périple à 4970 mètres d'altitude. C'est à partir de là que le paysage s'ouvre et s'étend vers l'infini. La sensation de liberté devient à ce moment véritablement intense. Toi, tu as bien dormi avec ta grosse fourrure, toi. Un gros glaçon. Vu que le matin, on a énormément de peine à démarrer. Maintenant, on va commencer à faire chauffer l'eau pour le thé et le café. Ici. En espérant que ça fasse un peu chauffer ce machin. Mais ça m'étonnerait que ce soit vraiment efficace. Mais bon, ça coûte rien d'essayer. Les lacs salés apparaissent ça et là dans les creux que forment les dépressions du plateau. Ils agissent alors comme les miroirs du ciel froid qui nous englobe, créant un saisissant contraste de couleurs avec le rouge orangé de la pierre qui, elle, recouvre le sol. Les volcans alentours ne sont pas seulement beaux, ils sont également les acteurs de phénomènes géothermiques qui permettent l'exploitation de bassins d'eau chaude parfaitement libres d'accès, offrant alors aux baigneurs le privilège de se réchauffer un peu.
Donc là il est 6h30 du matin, c'est la 6e fois que je me réveille cette nuit pour faire démarrer le Mitsub. J'ai décidé de me réveiller toutes les 2 heures à partir de 8 h du soir pour constamment faire démarrer la machine et maintenir le véhicule en chaleur. Et comme ça va permettre au petit matin, dans maintenant 2 heures, de partir plus facilement. Donc là, c'était un petit peu difficile, mais c'est parti. Donc je pense qu'à 8 h du matin, ça va être plus simple de partir à nouveau. Là, le soleil est bientôt sur le point de se lever. Et c'est vrai que le coin est pas trop mal, quoi. Bon, on verra si notre technique de cette nuit aura été efficace. Allez. Troisième nuit passée, nous poursuivons notre route, passant des grandes étendues aux terrains accidentés, en gardant notre objectif en tête, qui, souvenez-vous, est de rejoindre l'imbattable Salar de Uyuni qui trône au sommet des plus beaux spectacles que la Terre sait nous offrir. Alors il est vrai que la traversée du sud Lipèze est une expérience absolument extraordinaire. Il restera certainement à jamais gravé dans ma mémoire. C'est une expérience difficile en raison notamment du froid et de l'éloignement, mais c'est une expérience qui en valait la peine. Il a fait très froid donc, mais heureusement il a fait sec et du coup ça nous a permis de supporter ces températures négatives. Personnellement, j'aurais souhaité y rester plus longtemps, mais en raison de l'isolement et de notre complète autonomie, des fois il faut savoir rester un peu vigilant. Alors on a préféré séjourner uniquement 4 jours dans cette région reculée. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais vous présenter évidemment le Salar de Uyuni que vous voyez dans les dernières images de cette vidéo, qui est probablement l'un des plus beaux paysages que j'ai eu à voir de ma vie. Et donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Alors, à la prochaine. Ciao.